Cerno. Une anti-enquête. Épisode 145. Donc il y a Caramel qui est couché à côté de moi sur le canapé. Il dort. Il digère. Et donc, quelques jours avant la réunion d'anticommissaires, tu disais que tu avais vu les photos du meurtre de Reine de la Mare. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. C'est pas du tout mon truc. Parce que ça va jamais s'arrêter, quoi. Je viens de me faire hurler dessus. J'aime pas les humains. J'en sais pas plus. La justice, elle a fait son travail, ça y est, c'est fini, non? Le passé ne revient pas. On n'est pas agressé, on fiche. Mais pourquoi tu mets ça dans les génériques ? Si vous n'aimez pas ce que je représente, vous vous cassez. Sylvie Vartan est prise d'angoisse. C'est terminé, je vis pour moi. Quelle ambiance. J'ai failli marcher sur un rat. Et l'autre, là, Cerno. C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. 3, 2, 1. En fait, j'ai consulté dans la semaine qui a précédé cette réunion, alors complètement par hasard, une 50aine de photos de scènes de crime, quoi. Alors un peu tous âges confondus, mais que des crimes de femmes, en fait. Voilà, parce que c'est le sujet, moi, qui m'intéresse depuis une bonne année, un peu plus. Et donc, je discutais avec Sabrina, et elle me donne ce nom-là, que j'avais pas oublié. Je me dis, c'est incroyable, j'ai vu ces photos il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu as vu sur ces photos ? Alors, sur ces photos, t'as la scène de crime. En fait, c'est des photos de son appartement. En fait, Reine, on la retrouve morte dans sa chambre. Et il y a des photos de tout son appartement où on voit effectivement qu'il y a eu quelques endroits qui ont été fouillés. Voilà, qui ont été fouillés sûrement par l'auteur du crime. Mais pas tellement, en fait. Pas tellement. L'appartement, il est assez en ordre par rapport à des photos de crimes de Paulin que j'ai pu voir, par exemple. Moi, j'en ai vu quelques-unes aussi. Tout était défoncé, quoi. Ouais, tout était sans dessus-dessous. C'est tellement défoncé que limite, on ne sait pas où est la victime, en fait. Elle est même recouverte de plein de choses, comme si elle n'existait pas et qu'elle était un détritus parmi les autres... qu'elle faisait partie du bordel, quoi. C'est assez impressionnant, même, parce que c'est assez insolite, en fait, ces photos-là, je trouve. Oui, on se demande ce qui s'est passé, quoi. Comme s'il y avait eu un tsunami. Et effectivement, les victimes sont sous des vêtements ou des détritus ou des matelas. Elles sont recouvertes de plein de trucs. Parfois même, voilà, le matelas, exactement. Ouais. Il y a une victime, on se dit, elle est où ? Et en fait, à un moment, il y a une photo, elle a les pieds qui dépassent, en fait, sous le matelas, quoi. Quelle folie, quoi. Ouais, c'est très impressionnant, ces photos-là. Et ce qui n'est pas du tout le cas dans les photos du décès de Reine de la Mare. Ce qui pourrait peut-être vouloir dire que c'est pas Paulin et Mathurin. Mais alors, je suis ni enquêtrice, en fait, je peux pas tirer des conclusions, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui s'éloignaient des scènes de crime que j'ai pu voir, moi, de Paulin et Mathurin. Ouais. Alors, de mémoire, comment tu peux décrire ce que tu as vu sur les photos ? Déjà, l'appartement. Alors déjà, j'ai pu visionner les photos, mais j'ai pas pu faire de photos des photos. Mais par contre, en fait, je fais un croquis, et mon copain qui dessine, si tu veux, il a fait un croquis en mieux. Et donc, si tu veux, je te le montre. C'est-à-dire que tu lui as expliqué, il a dessiné ? Moi, j'ai dessiné ce que j'ai vu sur les photos, et après, il l'a dessiné en mieux pour qu'on se rende un peu... Et je trouve ça vachement bien ce qu'il a fait, donc je te montre que ça permet un petit peu de... Parce qu'en fait, tu as des photos de son appartement, un petit peu de l'extérieur aussi. Donc on voit en fait qu'on rentre par une porte d'entrée, il y a un petit couloir devant la porte d'entrée. Et alors désolé, c'est pas visuel, mais on va décrire ce qu'on voit, quoi. C'est le plan d'un appartement, en fait. Et en fait, à droite, il y a la cuisine qui dessert une petite salle d'eau, et à gauche, il y a la chambre de la victime où on l'a retrouvée, quoi, qui est une chambre avec un lit, 2 personnes, une grande armoire. Et en fait, la victime, elle est allongée au pied du lit. Et il y a la porte, en fait, elle bloque l'entrée de la porte, en fait. On ne peut pas ouvrir complètement la porte de la chambre qui donne sur le couloir, parce que la porte s'ouvre à l'intérieur, en fait, et on ne peut pas complètement
ouvrir cette porte parce qu'il y a le corps allongé sur le sol qui est en travers de la porte. Et au bout de ce petit couloir par lequel on arrive et qui dessert donc la cuisine à droite et la chambre à gauche, il y a un salon sur toute la longueur de l'appartement et une mini chambre au bout du salon. Voilà. Et dans le salon, il y a 2 endroits où il y a là une commode et là un buffet qui ont été un peu fouillés, mais de façon très très méthodique. C'est assez étonnant parce que il y a vraiment pas beaucoup de bazar, quoi. Ça a été un petit peu fouillé, mais c'est tout. Et dans la chambre de la victime, il y a un pot qui est ouvert sur son lit. Il y a un pot avec son couvercle à côté. Et on voit pas trop ce qu'il y a dedans. C'est pris en photo, mais on voit pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a des papiers, quelque chose. Mais en tout cas, l'appartement, il est loin d'avoir été mis à sac, quoi. Voilà. La victime, donc tu disais, étendue sur le sol. Alors, Colette disait qu'elle était attachée au barreau de son lit, c'est pas vrai. Elle a des liens autour des poignets. Elle a des liens autour des poignets et aussi autour des pieds, en fait. En fait, a priori, ce qu'on voit il y a une photo où on voit qu'ils prennent en photo la tringle à rideau et la ficelle de la tringle à rideau. Et ce que ça peut laisser penser, c'est que les petites cordelettes blanches qui ont été utilisées pour l'attacher, elles ont été prélevées sur les tringles à rideau, découpées à cet endroit-là dans la chambre, et qu'elle a été attachée avec ces cordelettes-là. Et, ça demande de l'organisation quand même. C'est-à-dire que Colette disait qu'elle avait été sûrement attaquée dans l'escalier. Elle a dû être poussée dans le couloir, puis dans la chambre, pour pas qu'on entende probablement depuis le couloir ce qu'on allait lui faire. Ça veut dire que c'était sûrement 2 personnes, parce qu'il fallait que quelqu'un la maîtrise pendant qu'on coupait les tringles à rideau. Alors on a arraché les tringles à rideau. Enfin, tu vois, c'est étrange quand même. Alors moi, ce qu'il faut que je te dise aussi, c'est qu'en fait, quand j'ai rencontré Sabrina, moi j'avais vu les photos. Et ensuite, donc j'ai consulté le dossier d'enquête. Sauf que, dans ce dossier d'enquête, il manque la première partie. Donc j'ai des éléments très intéressants sur cette enquête, mais il n'y a pas la première partie. Il n'y a pas ce qu'on appelle toute l'enquête de flagrance, en fait, qui est commencée quand on découvre un crime. Et donc, ce sont toutes les premières investigations, etc. Il manque cette partie-là. Comment t'expliques que ça manque ? C'est assez courant, en fait. À n'importe quel moment, il a pu être perdu, ce bout de dossier, en fait, ce bout d'enquête. Ça peut être un flic qui l'a consulté, qui l'a pas remis, qui a oublié de le remettre. Qui l'a mis au mauvais endroit. Voilà, c'est pas du tout exceptionnel, en fait. Et ça, ce qu'on voit à gauche du cadavre, ce sont des taches de sang ? Alors, ce qu'on voit, en fait, ce sont des linges. Sur les photos, on a l'impression que c'est... En fait, ce sont des coussins, peut-être une couette. Il y a des coussins, une couette. Je sais pas d'où ils viennent. Ils ont peut-être été sortis de l'armoire, là. Mais c'est certainement ce qui a servi à lui donner la mort, en fait. Elle a sûrement été étouffée. Ouais. A priori, elle a été, de ce que j'ai vu sur les photos, elle a été asphyxiée. C'est la cause de décès qui est notée dans les registres de l'IML, enfin de l'Institut médico-légal. Donc d'après tes souvenirs, qu'est-ce que tu peux dire de l'appartement en lui-même ? Elle avait 2 télévisions, je vois, dans le salon et dans une chambre. Yep. Ouais. Il y a une platine de disques. Ça doit faire peut-être 50 mètres carrés ? 45, 50 ? Ouais, je pense, 40, 50... Et ça a l'air, je sais pas, ça a l'air confortable. Elle a l'air d'avoir sa vie, quoi. Alors... Reine de la Mare. Alors, cet appartement, je peux dire, effectivement, c'était l'appartement de son mari. De son mari. Et lui est décédé en 75. Pierre... Une crise cardiaque. Ouais, exactement. Ouais, ils se sont mariés, en tout cas, en juin 46, et ils se sont installés dans cet appartement où leur belle-mère, où la belle-mère, donc, a vécu avec eux. Elle est décédée en 55 quand même. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans ce petit appartement. Je pense que c'est pour ça que Colette, elle disait c'était un appartement parisien, un peu modeste, etc. Non, elle disait au contraire semi-bourgeois. Alors, semi-bourgeois... Mi-bourgeois, elle dit. Ouais, voilà. Alors, voilà, quand elle est décédée, effectivement, il y avait quelque chose d'un petit peu bourgeois dans cet appartement. Mais tu te dis comment ils ont vécu à 5 dans cet appartement avec les 2 filles, parce qu'elle a eu 2 filles, elle, Reine avec Pierre, et ils ont vécu avec la belle-mère. Et en fait, ici, il y a marqué chambre, mais en fait, c'est juste, il y a la place d'un petit matelas, d'une petite armoire, c'est tout petit. Et donc, je pense vraiment que
à l'époque, c'est ce que j'ai imaginé. Peut-être que les deux grandes filles, enfin les deux filles vivaient dans la grande chambre. Les parents peut-être dormaient dans le salon et la belle-mère était dans le petit truc. Je sais pas. Ou alors la belle-mère était peut-être dans la belle chambre. En fait, du coup, ce que tu me dis là, je me dis que peut-être que cette femme, après avoir vécu à 5 dans ce petit appartement, peut-être qu'elle le respirait un peu en vivant seule. Elle devait avoir son confort. Alors, je ne sais pas si elle était heureuse d'être seule, peut-être pas. Elle était veuve quand même, donc peut-être que son mari lui manquait, mais en tout cas, peut-être qu'on peut se dire qu'elle a vécu à la campagne, et là, elle vivait dans une espèce de confort, peut-être pour la première fois de sa vie. Hein, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait des amis qui venaient la voir. Elle accueillait même des gens pour dormir. Parfois, elle accueillait un couple. En fait, elle accueillait un peu ses amis chez elle. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez ouvert sur les autres, je sais pas. C'est ce qui ressort un peu des témoignages qu'il peut y avoir dans le dossier, là, par exemple. Alors, j'ai des éléments quand même sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ok, d'après les témoignages, j'imagine. Certains témoignages, des recoupements, etc. Notamment, dans le dossier, il y a le témoignage d'une très bonne amie à elle, qui venait de temps en temps dormir chez elle, lui rendre visite. C'est une amie qui vit en Normandie. Rennes l'héberge. Et là, elle dit qu'en prévision d'une visite prochaine, elle devait déposer son compagnon à l'aéroport. Elle prend rendez-vous avec Rennes pour venir la voir 2 jours après. Et en fait, pour ça, elle l'appelle le jour du meurtre. Elle l'a au téléphone à 12h15. Elle finit la conversation. Et elle prévoit d'arriver 2 jours après chez elle. Et donc, on sait qu'à 12h15, Rennes, elle était encore vivante. Et alors, ce qui est un peu agaçant, c'est qu'à ce moment-là, elle dit à son amie « J'ai peur en ce moment. Il faut que je t'explique pourquoi. Mais je t'expliquerai ça quand tu viendras dans 2 jours. » Est-ce que c'est lié au crime ? Est-ce qu'elle a été menacée ? Est-ce qu'elle a été suivie ? Voilà, est-ce que c'est lié au crime ? On peut pas savoir. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, c'est assez frustrant. Ça aurait été tellement plus simple si elle lui avait expliqué les choses au téléphone, quoi. Voilà. Ok. Il y a peut-être des choses dont on ne peut pas parler au téléphone, peut-être parce que c'est trop important, parce que ça concerne quelqu'un de proche de Rennes, que c'est pas anodin, que c'est pas juste un type qui l'a suivi dans la rue. Moi, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, j'en sais rien. Donc on sait qu'à 12h15... Elle est vivante. Elle est vivante, et on sait qu'elle arrive à l'IML, à la morgue, à 17h15. Et on sait aussi que l'IJ, l'identité judiciaire, ce jour-là, se déplace à 15h au domicile de Rennes. Alors, ça veut dire qu'entre 12h15 et 15h, il y a un trou, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Et moi, je ne sais même pas qui a trouvé le corps. En fait, c'est les premiers éléments que tu as dans un dossier d'enquête. Et là, j'ai pas ces informations parce que l'enquête de flagrance, elle est manquante. Et donc, je sais pas qui a appelé la police, qui a trouvé le corps. Est-ce que c'est un voisin qui a trouvé la porte ouverte ? Est-ce que c'est... Je sais qu'elle avait donc 2 filles qui sont toujours vivantes aujourd'hui. Ah, tu sais qu'elles sont vivantes ? Elles sont vivantes, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 2 filles vivaient vraiment à proximité. Donc c'est possible, c'est probable que ce soit l'une d'elles qui l'ait retrouvée. C'est possible, ouais. Peut-être qu'elle avait un rendez-vous avec un membre de sa famille et ou qu'elle n'a pas répondu au téléphone, elle avait le téléphone, donc elle n'a pas répondu au téléphone. Enfin, en fait, ce ne sont que des spéculations, on ne peut pas savoir. Ouais. Donc le meurtre, on ne sait pas. Non, alors pas sachant quand même, moi, il y a 2 choses. C'est que eux, ils parlent du fait qu'elle revenait de faire ses courses et qu'elle a été sûrement interceptée dans le hall de l'immeuble ou dans les escaliers, poussée chez elle un peu à la Paulin Mathurin. Tu dis eux, ils pensent que... la famille. C'est ce que la famille t'a rapporté, je crois. Oui. Et alors, moi, ce qui peut me surprendre un peu, parce qu'effectivement, moi, dans les photos de Paulin Mathurin que j'ai pu voir, les dames qui revenaient de faire leurs courses, il n'y a aucune ambiguïté, il y a leur sac de courses qui est dans l'entrée, elles sont toutes habillées, elles ont leurs chaussures, il y a vraiment quelque chose où on voit qu'elles viennent de l'extérieur de façon immédiate, quoi. Elles sont dans l'entrée ou pas loin, où elles ont été poussées, et là, elle, pas du tout, elle est en jupe, elle n'a pas de chaussettes, elle n'a pas de chaussures, elle n'a pas de manteau, le manteau même, sur toutes les photos, on le voit pas. Et en fait, moi, j'ai vraiment un doute sur le fait qu'elle revenait de faire ses courses, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est pas la version qui m'a sauté aux yeux, moi, quand j'ai vu les photos la première fois. Donc elle aurait ouvert à quelqu'un ? C'est possible. Qu'elle connaissait peut-être ? C'est possible.
Et tu penses que d'après les photos que tu as vues, le mobile, c'est le vol? Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que tout n'est pas sans dessus-dessous, comme tu dis. Mais en même temps, il y a quand même un petit peu de... Là, on voit près de la télé, j'imagine, du salon. C'est ça que vous avez voulu représenter? Il y a un meuble télé à côté de cette grande table, là où il y a le téléphone. Il y a un petit meuble télé près de la fenêtre. Et ce meuble, il est ouvert et il y a un peu de vaisselle qui est sortie, un pot qui est vidé. Mais c'est... En fait, moi, je me suis pas dit, tiens, le vol, c'est le mobile du crime. J'ai eu l'impression, en fait, que la personne cherchait quelque chose de précis. Mais moi, je suis pas profileuse, hein, j'en sais rien. Et près de la platine disque aussi, il y a aussi un petit peu de il y a un peu de désordre. Voilà, il y a un grand buffet où il y a une platine, il y a un tourne-disque au milieu et il y a 2 lampes de chaque côté du buffet. Et en dessous, il y a un peu de désordre. Alors, en fait, ça peut être aussi que la personne n'a pas voulu faire de bruit, en fait. C'est possible hein, que la personne ait voulu être discrète, pas faire de bruit et sorti des choses de façon... très délicate pour faire le moins de bruit possible. Peut-être. Ou alors on voulait maquiller un meurtre en vol. Peut-être. Alors j'ai pas du tout envisagé ça, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, dans beaucoup de ce qui ressemble à des meurtres avec cambriolage, parce qu'en fait, il y en a plein, en fait, de meurtres de vieilles dames. Oui. Il y en a plein, en fait, voilà. Et, c'est ce que j'ai vu aux archives de Radio France. Voilà, c'est très courant. Et dans toutes ces scènes que j'ai pu voir, généralement, quasiment tout le temps, le matelas, il est retourné. Et, parce qu'il y a un peu ce mythe de la... Oui, de l'argent. De l'argent planqué sous le matelas, entre le matelas et le sommier, etc. Et là, pas du tout. Le lit, il est fait au carré. Il y a juste une boîte qui est ouverte sur le lit, qui vient de je sais pas où, peut-être de la table de nuit à côté du lit. Là, la jupe est retroussée. Et voilà, ouais. C'est le et alors pourquoi c'est toute la question, en fait. Ça, c'est très Paulin. C'est très Paulin ? Ouais. Ah ouais ? Ça ressemble à du Paulin. J'ai une petite question avant qu'on continue. Ce qu'on voit pas sur le dessin, c'est, comment dire, l'aspect, les couleurs. Qu'est-ce qui te racontait cet appartement ? La façon dont c'était décoré, c'est un mot très contemporain, mais ouais. Est-ce que c'était un intérieur soigné ? Enfin, est-ce que c'était rangé ? Est-ce que c'était propre ? Est-ce que c'était élégant ? De quoi tu te souviens ? Alors, dans la cuisine et l'entrée, il y a un très beau carrelage, moi, que je trouve très beau. Je sais pas parce que s'il est ancien et donc je le trouve très beau. Je sais pas si à l'époque c'était... voilà. Mais en tout cas, dans tout l'appartement, du très beau papier peint partout, qui est pas exactement le même dans les différentes pièces de vie, mais qui est coordonné, en tout cas. Il est comment ? Quelle couleur ? Alors, la couleur, je sais pas, parce que tout est en noir et blanc. Les photos sont en noir et blanc. Il y a des jolis motifs sur le papier peint. Il y a de la moquette dans toutes les pièces de vie, à part la cuisine et l'entrée. C'est un appartement qui, voilà, il y a des rideaux, il est bien organisé, bien agencé. Moi, je l'ai trouvé très coquet, cet appartement, sur les photos en tout cas. Il y a des chaises assorties. Moi, j'ai vu des photos de scènes de crime sur des vieilles dames qui vivaient dans des studios presque insalubres, où on voyait qu'elles avaient très peu d'argent. On se dit, oh mon Dieu, mais elles ont été dépouillées des quelques francs qu'elles avaient. Et on avait l'impression que c'était d'un autre temps, en fait. Là, il y a quelque chose... on voit qu'il a été refait, cet appartement, qu'il y a quelque chose d'un peu bourgeois. D'accord. Parce que moi, quand je suis allé dans la cage d'escalier, je pensais aller dans un lieu assez bourgeois, surtout le 17e, ça évoque tout de suite certains standings. Et j'ai trouvé que c'était pas très propre, pas très confortable. Et j'avais l'impression que l'appartement, du coup... j'en ai tiré la conclusion que peut-être qu'elle était pas très fortunée, qu'elle galérait un peu. En fait, elle était sans profession. Je pense qu'elle a jamais travaillé après son mariage. De ce que je vois sur les différents actes, au moment de la naissance de ses filles, au moment de... Donc je pense qu'elle... Il rêve ? Il rêve, ouais. Ben alors, tu rêves, Caramel ? Tu fais des petits bruits ? De quoi tu rêves ? Et donc... Donc elle était sans profession ? Voilà, elle était sans profession. Son mari, il travaillait à la RATP, je pense. Il était poinçonneur. A priori, c'est ce que disait Colette. Mais donc, je pense qu'en fait, c'est un appartement où ils ont vécu modestement, où ils se sont un peu serrés, ils ont été un peu les uns sur les autres pendant des années. Mais qu'après, en fait, ces filles, elles se sont mariées dans les années, au début des années 70.
Et je pense qu'ils ont pris possession des lieux dans leurs plus vieilles années avec son mari Pierre, quoi, et qu'ils étaient bien dans cet appartement, je pense, qui manquait de rien. Il y a 2 télés à l'époque, je pense que c'était plutôt rare, 2 télés dans un appartement. Ça montrait qu'on avait les moyens, une platine vinyle. Et l'appartement, il était plutôt bien équipé dans la cuisine, etc. Je pense qu'elle était installée confortablement dans cet appartement. C'est pas quelqu'un qui était dans le besoin, loin de là, même s'ils ont pu vivre modestement à une époque, parce qu'ils se sont... ils se sont serrés dans cet appartement où, en fait, son mari, il devait subvenir aux besoins de sa femme, ses 2 enfants, de sa mère, etc. Mais voilà. Et d'ailleurs, il était même plutôt très bien rangé, cet appartement, ce qui correspond pas forcément à ses habitudes à elle. C'est ce que dit, en fait, sa copine Nadine. Elle dit quoi? Qu'elle était bordélique? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler une femme d'intérieur. Donc elle dit clairement qu'elle était bordélique, mais qu'elle était très étonnée, à sa précédente visite, d'avoir trouvé l'appartement vraiment propre, rangé, ordonné. Voilà, ça l'a vraiment surprise. En tout cas, le témoignage de sa copine Nadine, il est intéressant parce qu'il donne plein d'éléments sur sa personnalité à Rennes, sur sa vie, etc. Donc il est très intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors elle dit déjà... Là, t'as ton ordinateur devant toi. Je vais regarder en même temps, comme ça je suis sûre de... Alors sur son tempérament, sur son caractère, elle dit que c'était une personne craintive. Je pense qu'elle répondait aux questions des enquêteurs qui demandent en fait à chaque fois qu'ils interrogent quelqu'un si elle ouvrait ou pas la porte facilement. Il l'a décrit comme une personne très méfiante qui n'aurait jamais ouvert à un inconnu, qui contrôlait toujours l'identité de ses visiteurs à travers le Judas installé sur la porte. Ce qui me laisse penser aussi d'ailleurs que les enquêteurs pensent qu'elle a ouvert à quelqu'un ou que quelqu'un, par manipulation, a réussi à rentrer chez elle. Mais peut-être pas qu'elle a été surprise en revenant des courses, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, on est en plein mois de décembre. 3 décembre. Voilà. On est le 3 décembre, il fait froid dehors, elle avait un manteau quelque part qu'on ne voit pas sur les photos, qu'elle devait ranger dans une armoire, etc. Ou alors on lui a tout pris. C'est possible, mais je pense pas. Parce que en fait, à la fin de l'enquête, ils rendent à ses filles les bijoux qu'elle avait sur elle. Son pendentif, une montre. Ça m'étonnerait qu'il soit parti avec le manteau, qu'il lui a enlevé le manteau. Enfin voilà. En tout cas, moi, ça me surprendrait. Mais pourquoi pas. Tout est possible. Ensuite, donc, que dit son amie? Donc, elle dit qu'elle était un peu craintive. Voilà, elle dit qu'elle avait un certain caractère. Elle dit qu'elle n'abandonnait pas facilement une discussion, elle ne se laissait pas faire. Elle dit qu'elle était très cachotière, elle ne parlait pas de sa vie intime. Donc elle parle aussi de son physique. Ses amis la surnommaient le déménageur. Je ne sais pas si tu as eu ce surnom. Apparemment, elle l'a surnommé le déménageur et son embonpoint l'handicapait à un tel point que si elle tombait, elle était pratiquement incapable de se relever seule. Elle dit aussi qu'elle souhaitait refaire sa vie, trouver un compagnon pour ne plus être seule. Voilà. Parce qu'elle était relativement jeune, 61 ans. Très jeune, ouais. Elle avait 60 ans. Elle n'avait pas encore 61 ans. Ah oui, d'accord. Sauf si je me trompe. Et elle était veuve depuis 8 ans. 75, ouais. C'est plein de mystères, tout ça. Est-ce qu'elle n'avait pas un rendez-vous, en fait? Moi, c'est la question que je me pose, parce que elle souhaitait refaire sa vie, elle était quand même un peu... Moi, je trouve qu'elle était apprêtée, elle avait la jupe relevée, mais on voit qu'elle avait un joli collant en dessous, un petit peu... Enfin, un joli collant, que c'était... Enfin, je sais pas à l'époque, en fait, ce qu'on portait pas... Elle aurait mis des chaussures, si elle avait eu un rendez-vous. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a ces chaussures qu'on retrouve posées sur un meuble dans le salon, en fait, qui est près de la platine. Dans le buffet, donc, dans le salon, il y a un grand buffet avec une platine, de lampes, etc. Et juste à côté, il y a un petit meuble, je sais pas trop à quoi il sert, mais il y a une chaussure qui est posée sur ce meuble. Je sais pas si elle les portait, si elle les portait pas, si... Tu dis qu'elle avait peut-être un rendez-vous galant. Mais ça aussi, c'est qu'il y a aussi quelques pistes, quand même. Sur la fin du dossier, il y a quelques pistes qui sont envisagées. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans le dossier? Donc là, on était sur le témoignage de son amie qui s'appelle Nadine, c'est ça? Attends, c'est où Ouais, c'est le témoignage de son amie qui s'appelle Nadine, qui est auditionnée le 12 décembre. Donc moi, il me manque, en fait, tout ce qui s'est passé entre le 3 et le 12, en fait, en termes d'enquête. Sauf que j'ai pu reconstituer, effectivement, parce qu'ils en parlent ensuite, qu'ils ont auditionné la famille.
notamment les filles et les gendres. Et le gendre, lui, au tout début, il dit que la veille du crime, il a aperçu sa belle-mère à un arrêt de bus qui allait sûrement soit vers Gennevilliers-Asnières, quoi, voilà. Et ce qui était quand même très étonnant, parce que ça correspondait pas à ses habitudes, apparemment. Il est dit d'elle qu'elle ne sortait de chez elle, de son quartier, que pour se rendre sur la tombe de son mari. Et donc il y a cette piste-là, où ils vont ensuite... au début du mois de janvier 84, les enquêteurs faire plein de recherches pour savoir si les conducteurs de bus n'ont pas vu cette dame-là aller quelque part, si elle n'était pas rendue à un endroit, mais ça ne va rien donner. La piste qui prend le plus de place dans le dossier que j'ai, moi, c'est en fait parce qu'elle est enterrée le 8 décembre. Il y a une cérémonie à l'église. Et ensuite, elle est enterrée donc, au cimetière parisien de Saint-Ouen. L'église des Batignolles ? À l'église Sainte-Marie des Batignolles, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, il y a une cérémonie religieuse là-bas. Et ensuite, il y a le cortège qui va jusqu'au cimetière, etc. Et à l'issue de cette cérémonie-là, il y a un monsieur qui se manifeste, qui était un ami de la famille. Il dit, moi, j'ai assisté à la cérémonie à l'église et j'étais très, très étonnée de constater la présence d'un homme de type nord-africain assisté à cette cérémonie. Et cet homme... il était employé dans la même entreprise que moi il y a quelques années, donc je le connais visuellement, je connais son visage, mais il n'a aucune raison de connaître Rennes, il n'avait aucune raison de se trouver là. Et donc, il vient le signaler à la police. Donc là, les enquêteurs mettent en œuvre des tonnes d'investigations. Il y a 15 pages d'enquête, même plus, pour identifier le bonhomme. Et le type est disculpé assez rapidement, parce que, en fait, il n'était pas là. Au moment du meurtre, il n'était pas là, il était en stage d'art martial en Bretagne. Et donc, vous avez trouvé leur arabe, en fait. Il n'y a rien contre lui. Et en fait, c'est fou parce qu'il y a vraiment 15 pages d'enquête. Ils sont engouffrés là-dedans, quoi. Voilà, mais il y a toujours, en fait, dans tous les dossiers, moi je trouve, ça n'est que mon sentiment, dans tous les dossiers de cette époque, j'ai relu, moi, des enquêtes sur des dossiers de femmes, sur toutes les femmes âgées avec des affaires non élucidées qui sont mortes dans l'année 83. Et il y a toujours un voisin pour dire, ouais, il y a 3 semaines... il y avait un arabe qui passait dans la rue, quoi. Enfin, c'est limite ça, en fait. Où j'ai vu un arabe dans les parties communes, quoi. Un arabe, tu vois. Et c'est incroyable. Et là, ils s'engouffrent sur cette piste-là. Et ils y passent, voilà. Enfin, mais il la retourne, la piste. Hein. Ils ne laissent rien au hasard. Donc, on peut se dire au moins qu'ils ont épuisé le truc, hein, et qu'il n'y a aucun doute possible. Mais si le mec était à Paris, s'il n'avait pas son prof d'art martial pour dire si, on était en Bretagne, on est parti tel jour à telle heure parce que je suis passé le prendre en voiture, etc., tu te dis dans quelle merde il serait aujourd'hui, quoi. Le pauvre. Et en fait, lui, il explique, du coup, on lui dit, mais pourquoi vous étiez à la cérémonie ? Il dit, en fait, moi, je passais par là, et j'ai vu une cérémonie d'un culte que je ne connaissais pas, et j'ai eu envie de voir comment ça se passait. Et après, à la fin de la cérémonie, à l'église, ils ont invité les gens à rejoindre au cimetière, donc moi, j'ai suivi il dit, j'ai suivi la troupe, quoi, et je me suis rendue au cimetière avec tout le monde. Et parce que j'avais envie de découvrir une cérémonie. Et en fait, je trouve que ça vient, en plus, complètement contrebalancer, tu vois, l'idée de base où il pourrait être coupable, etc. Voilà, bon, c'est hyper, tu vois, cliché dans un sens ou dans un autre. Au contraire, le mec est hyper ouvert sur une culture qu'il connaît pas. Et après, il passe vraiment... alors, je sais pas s'il passe 24 heures ou 48 heures en garde à vue, mais j'imagine qu'ils l'ont pas épargné en plus. Donc, il y a cette piste-là. Et en fait, c'est en mars 85, il y a un compte-rendu d'enquête qui est versé au dossier. Je ne sais pas d'où part cette piste-là, c'est pas très clair. Mais en tout cas, ils recherchent pendant plusieurs mois, enfin plus d'une année donc, la trace de 2 hommes qui fréquentaient Rennes à une époque et qui ont vécu un temps, qui sont partis à la fin de l'année 81, mais qui ont vécu un temps dans la loge du gardien au rez-de-chaussée. Apparemment, il y avait une loge de gardien. Et ils versent, en mars 85, le compte-rendu de cette enquête, qui est assez étonnant pour moi, parce que contrairement à l'enquête dont on parlait là contre le monsieur qui assisté à la cérémonie à l'église, on a l'impression qu'ils vont pas au bout du truc. En fait, ça dure 1 an et demi. On a l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont laissés de côté. En fait, et les 2 hommes, on les retrouve. Il y a leurs 2 témoignages, mais qui sont un peu contradictoires. Il y a des choses qui collent pas vraiment. En fait, c'est une enquête, j'ai l'impression, qui n'est pas menée jusqu'au bout. Il y a des contradictions entre les 2 témoignages des bonhommes, mais c'est pas vraiment vérifié. Voilà. De toute façon, c'est un dossier qui est très court, en fait, en termes d'investigation. C'est comme tous les dossiers de vieilles dames, à part celles qui ont été tuées par Paulin. Tous les dossiers non élucidés de vieilles dames,
ils font une épaisseur vraiment ridicule, quoi. C'est impressionnant. On s'en fout. Ah ouais, je pense que c'est une vieille dame, on s'en fout. Alors qu'il y a des... Moi, j'ai lu des dossiers de vieilles dames, donc non élucidées, qui sont absolument bouleversants. Enfin, c'est toujours bouleversant quand il y a un homicide, quand tu sais en plus qu'il n'a pas été élucidé, que c'est une vieille dame qui est tuée. Mais il y a des dossiers, pour certains, par exemple, avec des violences sexuelles très, très lourdes. Et en fait, les dossiers, il n'y a rien. Il y a des dossiers, il n'y a même pas d'audition... Il n'y a rien, il n'y a même pas d'enquête, quoi. En fait, il y a juste les constatations faites le jour du décès, l'audition du fils, quoi, et c'est tout, ça s'arrête là, ça va pas au-delà. Il n'y a même pas d'enquête de voisinage, il n'y a même pas de... C'est hallucinant. Là, dans le cas de Reine de la Mare, donc si on se donne pas les moyens d'enquêter, de retrouver son meurtrier, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un peu dans l'ordre des choses. C'est une vieille dame, elle doit mourir. Elle est tout en bas de la hiérarchie sociale, peut-être. Ouais, bah, tout à fait. Hein. Mais alors, en plus, elle est très jeune, hein. Elle a 60 ans. Alors, je me rends pas compte, moi, à l'époque, si 60 ans, c'était vraiment une dame âgée ou pas. Plus âgée que maintenant, j'imagine. Enfin, je me rends pas compte. Est-ce que elle était considérée vraiment comme une vieille dame? En tout cas, je crois que les crimes de Paulin, il n'a pas tué avant 75 ans, hein, je crois, hein, dans les crimes connus et référencés, les crimes qu'il a reconnus. Il me semble que la plus jeune, c'était Johanna Secaresco. Et elle avait quel âge, tu sais? 71 ans. Mais du coup, justement, alors est-ce qu'on a retrouvé des empreintes? Et est-ce que dans ce que tu as lu, on fait mention de Paulin ou Mathurin? Alors, en tout cas, Paulin et Mathurin, ils n'existent pas à l'époque. Bien sûr. Enfin, en tout cas, le tueur de vieille dame, il n'existe pas. Donc pourquoi quelqu'un a dit elle n'a pas été reconnue comme une victime de Paulin et Mathurin? En fait, peut-être qu'on n'a pas cherché. Peut-être qu'une fois que Paulin et Mathurin ont été arrêtés, on n'a pas ressorti ce dossier de Reine de la Mare. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a a priori pas ressorti, parce que quand un dossier est archivé, quand il est classé, il est archivé. Alors, peut-être que ça a été oublié, mais quand le dossier est sorti pour être consulté par un autre enquêteur, pour faire des recoupements avec d'autres affaires, etc., c'est marqué, en fait, sur le dossier, les dates de sortie du dossier, avec le nom de l'enquêteur qui a consulté le dossier. Et là, il n'a pas été ressorti? Il n'a jamais été ressorti entre le moment où il a été classé et le moment où il est parti aux archives de police, quoi. Donc il n'a pas été ressorti, non. Il n'a pas été consulté par qui que ce soit. Donc on n'a probablement jamais demandé à Paulin et Mathurin s'ils avaient tué Reine de la Mare. C'est bien possible, ouais. En t'écoutant parler là depuis que je suis chez toi, je me dis cette histoire, il y a tous les ingrédients du bon polar, mais ça va au-delà de ça. C'est que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une femme seule, un peu âgée, qui a été attaquée et supprimée dans son espace privé et oubliée. Mais aussi, il y a un truc, c'est moi qui m'a interpellée un petit peu, enfin qui m'a fait réfléchir sur la solitude de la femme et le fait qu'elle se cherchait peut-être un compagnon et que c'est peut-être ça qui a fait qu'elle a connu un destin. Peut-être pour ça qu'elle a été tuée en fait. Parce qu'elle cherchait à ne plus être seule, à rencontrer quelqu'un, un homme, et que c'est par lui que le malheur est arrivé. Comme souvent. Par les hommes. Bah ouais, il y a beaucoup de femmes qui. Enfin, en fait, quand tu regardes les statistiques, là, moi j'ai regardé sur les statistiques sur l'année 83, le nombre de femmes qui sont tuées sous les coups de leur conjoint. En fait, on le sait, hein, mais c'est effarant. Alors moi, je me dis aussi en t'écoutant que cette impression de solitude, donc on parle de ces vieilles femmes, des victimes de Paulin, comme étant des femmes seules, elles ne l'étaient pas forcément, mais quelque part elles sont mortes dans une solitude et le fait que leur meurtre, en tout cas dans le cas de Reine de la Mare, que le meurtre soit tombé dans les oubliettes, qu'il soit resté inexpliqué, la maintient dans un état de solitude. Ouais, je suis d'accord. La fiche dans la solitude. Ouais, absolument. Et le travail que tu fais... Bah, toi aussi, hein. Oui, mais là aujourd'hui, c'est ton podcast, c'est toi qui, depuis des années,
mène ce combat, je trouve, pour les femmes âgées qui ont été tuées par Paulin et d'autres là aujourd'hui. C'est toi qui porte ce flambeau, je trouve, qui mène ce combat contre l'oubli, quoi, en fait, et pour faire revivre des gens. Et c'est toujours d'actualité, c'est ça qui est... En fait, tu mènes un travail d'investigation sur des faits qui sont produits dans les années 80, mais il y a encore des personnes âgées qui... moi, c'est un sujet qui m'intéresse vachement. Il y a quand même une solitude du quotidien de ces personnes-là, quoi. Voilà, Reine de la Mare, elle était seule, effectivement, elle était célibataire, mais j'ai l'impression qu'elle était entourée. Moi aussi, j'ai l'impression qu'elle avait des amis, qu'il y avait un noyau familial très soudé. Mais en tout cas, je la vois comme quelqu'un de convivial, de généreux et d'accueillant. Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça super que quelqu'un se souvienne d'elle aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve que c'est fabuleux, en fait, qu'on puisse parler de cette dame qui a été complètement oubliée, qui est morte dans des conditions terribles, qui a été tuée. Et moi, je trouve que c'est vraiment... que c'est magnifique, quoi. Ah oui ? Ah ouais, moi, je trouve que c'est... tu l'as fait revivre un petit peu à travers ton enquête, à travers les témoignages de ses proches, etc. Mémoire du crime. Ouais, complètement. Moi, je trouve ça vraiment super. Que par une chaîne de solidarité, enfin, tu vois, une chaîne de mémoire, on se souvienne d'elle. Ça n'a pas de prix pour moi, hein, vraiment. Je trouve que... Faut qu'on continue ce podcast, alors. Ah bah moi, je pense, hein. Ouais. Merci beaucoup, Coralie. Je vais continuer et puis je te tiendrai au courant. Ouais, super. Je vais te laisser parce qu'il commence à... La nuit tombe. Paris, 3e arrondissement, c'est le soir, il a plu, et j'étais sur mon vélo, et je suis trempé. Alors qu'est-ce que je fais ici ? J'ai reçu un message de Françoise, qui a connu Paulin à l'époque où il faisait son service militaire. Alors Françoise a contacté son amie Martine, qui donc, je vous le rappelle, a été la colocataire de Paulin. Alors je pense qu'elle a oublié de lui demander à quelle époque c'était exactement. Ce qui fait qu'on n'a toujours pas la réponse. On ne sait pas si Paulin était à Paris en décembre 1983, au moment où Reine de la Mare a été assassinée. Mais en revanche, Françoise a demandé à Martine où se situait leur colocation. Et c'est là où je me trouve. J'entre. À suivre.